Monsieur le modérateur, chers collègues, donc je vais vous parler de l'imagerie de la coiffe de rotateur et tendons de la coiffe de rotateur. Donc on va faire simple rappel. Les tendons de la coiffe des rotateurs se composent du supraépineux, de l'infraépineux et du teres minor, ancien petit rond, à la face supérieure et postérieure de l'épaule. Et si vous retournez le patient à la face antérieure, vous allez avoir le subscapulaire avec le tendon du long biceps qui va être retenu dans sa gouttière bicipitale par un ligament transverse. Petite notion un peu nouvelle que vous avez dû voir apparaître dans la littérature depuis peu, c'est la pathologie de l'intervalle des rotateurs, on en reparlera un peu plus tard, qui est une zone localisée entre ce tendon du long biceps, cette insertion du subscapulaire et le tendon du supraépineux à sa partie supérieure. Et c'est un complexe ligamento-tendineux dont on reparlera en fin d'exposé. L'ensemble de cette épaule et l'ensemble de ces tendons sont recouverts d'une bourse sous-acromodeltoïdienne qui est l'une des premières à réagir en cas de pathologie et qui s'étend relativement bas le long de la diaphyse humérale. Donc on pourra rechercher des épanchements à ce niveau-là, relativement bas au niveau de l'humérus. La physiopathologie des tendons de la coiffe de rotateur, on a beaucoup insisté sur les facteurs extrinsèques qui étaient les contraintes mécaniques, les conflits, les anomalies acquises telles un acromion crochu ou liées à une arthrose acromioclaviculaire. Et dans la balance des facteurs intrinsèques ou extrinsèques, de plus en plus, les facteurs intrinsèques prennent de l'importance avec des zones d'hypovascularisation reconnues et connues, localisées à environ 1 cm de l'insertion trochitérienne du supraépineux, et une fragilité constitutionnelle de ces tendons, en sachant que cette fragilité constitutionnelle de ces tendons, il n'y aura pas de processus de réparation spontanée. Donc vous aurez une hypovascularisation du moignon proximal qui s'aggravera inexorablement vers une rupture partielle ou rupture transfixiante. Et des études biomécaniques récentes nous confirment cet aspect d'anomalie biomécanique sur l'ensemble de l'épaisseur du tendon. Ici, une étude avec des éléments finis. On voit qu'un stress imposé à la surface superficielle du tendon supraépineux va engendrer un stress concomitant au niveau de la face articulaire de ce tendon supraépineux. Donc on peut vraiment parler de lésions traumatiques transfixiantes au niveau de ces lésions tendineuses. Quels outils sont à votre disposition ? Eh bien, vous avez la clinique et c'est sûr que si le patient est bien examiné avant d'arriver devant notre cabinet, on a quasiment le diagnostic. Un bon rhumatologue, un orthopédiste va vous dire c'est une lésion de la coiffe des rotateurs, c'est une lésion du supraépineux avec extension à l'infraépineux. Donc la clinique, vous ne ferez pas de bon examen radiologique si vous n'avez pas d'examen clinique correct et si vous n'avez pas des informations correctes. Les radiographies sont à la base de l'ensemble de l'imagerie médicale. On s'accorde à vouloir faire 3 radiographies, une de face en rotation neutre, une en rotation interne, l'autre en rotation externe, complétée par un cliché, profil de coiffe, celui que vous voulez, pourvu qu'on voit ce profil sous-acromial et cet espace sous-acromial où passent les tendons de la coiffe des rotateurs. Et puis depuis une dizaine d'années, on va compléter ce bilan classique par ce qu'on appelle le cliché en décubitus, le cliché qui est le plus simple à faire. Le patient est allongé sur la table, le rayon est droit, qui au prix d'une plus faible irradiation et d'une facilité de réalisation, va vous montrer une fiabilité plus importante de l'étude de cet espace sous-acromial et une très bonne visualisation de l'articulation acromioclaviculaire. Donc les clichés de base sont les 3 clichés en rotation interne, neutre et externe, un profil de coiffe, celui que vous voulez, et une radiographie de l'épaule en décubitus dorsal et en face stricte. Le cut-off qui était autorisé, reconnu, c'est 7 mm. Si vous avez plus de 7 mm, on peut estimer qu'il n'y aura pas de lésion de la coiffe. En dessous de 7 mm, si cet espace est en dessous de 7 mm, vous devez rechercher une lésion de la coiffe des rotateurs. Les autres examens sont... Non, ça passe pas. Les autres examens à votre disposition, en deuxième intention ou en deuxième intention, sont l'échographie, avec le mode Doppler, et puis les examens un peu plus sophistiqués ou un peu plus chers, que sont l'arthroscanner, l'IRM simple, voire l'arthro-IRM, on en parlera en fin d'exposé aussi. Quel est l'intérêt de faire une arthro-IRM en 2012 dans la pathologie de la coiffe des rotateurs ? La nosologie lésionnelle vous fait rentrer ces lésions dans 4 grands types, les tendinopathies, les fissurations,
partielles, et puis les fissurations transfixiantes, les lésions transfixiantes, que ce soit des perforations tendineuses ou que ce soit des ruptures complètes. Donc pour se mettre d'accord sur la sémantique, on parlera de rupture transfixiante quand vous avez une solution de continuité au niveau de ce tendon qui va traverser le tendon donc de la face articulaire jusqu'à sa face superficielle, que cette rupture transfixiante soit complète ou incomplète, on parlera alors plutôt de perforation, et puis les ruptures non transfixiantes qui comprennent les lésions du versant profond de la coiffe des rotateurs, du versant superficiel ou des clivages intrantendineux qui peuvent provenir de l'insertion trochitérienne de ces tendons. Premier cadre nosologique, donc les tendinopathies. Deux grands cadres, les tendinopathies non calcifiantes, plutôt apanage du sujet à partir de 50 ans et plutôt de l'homme, qui va toucher essentiellement le supraépineux, et puis les tendinopathies calcifiantes, qui sont entre 3 et 8% de la population, de découverte souvent systématique, puisque un tiers des cas seulement sont symptomatiques, et qui là va toucher plutôt la femme de plus de 50 ans, en sachant que ces lésions calcifiantes sont également bilatérales sans être obligatoirement symptomatiques des deux côtés. Les tendinopathies sans calcification peuvent être identifiées donc en écrit avec un aspect hypoéchogène et épaissi des différents tendons, que ce soit au niveau du supra ou du infraépineux, et ce cliché de Jean-Louis au niveau du tendon du long biceps normal et le tendon contralatéral anormal qui est devenu arrondi, qui a perdu son aspect ovoïde et hyperéchogène. Le diagnostic est posé sur ce seul examen échographique. Si vous allez jusqu'à l'IRM, si le patient était adressé à l'IRM pour un bilan de douleur de l'épaule, vous aurez aussi là une sémiologie très très précise avec l'absence d'anomalie des contours des différents tendons, donc un tendon continu, un hypersignal discret, modéré en pondération T1, et puis des anomalies en densité de protons ou en T2, avec un hypersignal qui n'est pas de type liquidien et qui va s'amender au fur et à mesure du train d'écho, avec dans certains cas une bursite associée. Donc un aspect en T1 avec un discret hypersignal T1, un hypersignal T2 mais non liquidien par rapport à la bursite associée. Et puis si vous faites un train d'écho successif, vous aurez cet hypersignal qui va s'amender petit à petit. Vous êtes dans le cadre d'une tendinopathie simple du supraépineux. Ces tendinopathies non calcifiantes sont le plus souvent des tendinobursites, et donc vous aurez, avec l'ensemble du panel d'examen à votre disposition, à rechercher cette bursite qui au niveau de la bourse sous-acromiodaltoïdienne. Les tendinopathies calcifiantes nécessitent une classification, d'être classées, puisqu'il peut s'y adjoindre une thérapeutique, une radiologie interventionnelle au niveau de ces tendinopathies calcifiantes. Il faudrait essayer de définir leur type et leur localisation. Leur type, c'est sur la radiographie standard et c'est une approximation, mais en tout cas elle découle de la classification arthroscopique de la Société française d'arthroscopie. Les calcifications de type A sont homogènes et à contour net. Les calcifications de type B sont polylobées, fragmentées, mais gardent un contour net. Et les calcifications de type C sont plutôt hétérogènes, punctiformes ou peuvent donner ces images en rail. Donc on va classer ces calcifications. L'échographie peut vous permettre aussi de classer ces calcifications en s'attachant à bien regarder le condom postérieur, plus ou moins important vis-à-vis de ces calcifications. Et on sait que le choix des calcifications à ponctionner, à triturer ou à traiter par radiologie interventionnelle peut être modifié par votre examen échographique. Donc, hyperéchogène, condom postérieur bien limité, mais aboutissant à un condom complet et interrompant la corticale osseuse, ou atténuation postérieure certes existante, mais n'atténuant pas complètement la corticale osseuse. Et puis vous avez des calcifications hyperéchogènes qui n'ont pas de condom postérieur, qui ne donnent pas d'anomalie sur la ligne hyperéchogène échographique de la corticale osseuse. Deuxième élément à renseigner, c'est dans quel tendon de la coiffe et sa localisation, à la fois au niveau de l'insertion et au niveau de la profondeur. Le plus souvent, le tendon supraépineux est touché avec une concomitance de deux tendons associés que sont le supra et l'infraépineux. Les calcifications isolées du subscapulaire sont rares, inférieures à 5%. L'insertion tendineuse peut être la localisation de ces calcifications. On suggérera plutôt le diagnostic alors d'anthésopathie d'insertion
ou alors elles peuvent être localisées dans cette zone de faiblesse vasculaire, à 1 cm de l'insertion trochitérienne du supraépineux. Enfin, vous localiserez en profondeur ces calcifications, soit profondes, soit superficielles, par rapport à l'épaisseur tendineuse et par rapport à la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. Les diagnostics différentiels à ce niveau-là sont les ostéophytes liés à un processus dégénératif arthrosique, ou bien les petites fractures operculaires qui sont identifiées en échographie et non identifiées par les autres techniques d'imagerie. La thérapeutique de ces calcifications, on avait l'habitude de faire une trituration avec 2 aiguilles de gros calibre, 16 G minimum. On est passé à la technique qu'ont décrit nos amis canadiens il y a une dizaine d'années maintenant, où on ne fait pas de trituration, on utilise une aiguille de faible calibre, 20 gauche, et on va essayer d'aboutir à un accouchement calcique de la calcification au sein de la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. Cette technique canadienne est largement moins agressive, on a moins de ruptures secondaires et semble aussi efficace quant aux résultats à long terme. On connaît le profil type des calcifications, soit aspirées, soit à ne pas aspirer, et on sait que c'est les calcifications rondes, fusiformes, qui vont émettre un condom postérieur, mais sans atténuation complète de la corticale osseuse, qui vont engendrer un passage douloureux lors de la sonde, qui sont les plus à même à bénéficier de ce traitement par ponction-aspiration. Donc on va ponctionner par une seule voie d'abord, en un coup, la calcification, mettant la seringue horizontale ou vers le bas pour essayer de récupérer un maximum de calcium et de permettre donc cette intégrité du tendon. En fin d'examen, vous pourrez, en retirant l'aiguille, faire une infiltration au niveau de la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. Et donc ce geste en une seule étape, je dirais, on ponctionne la calcification, on aspire, et puis on change l'aiguille, on change la seringue, on met une corticoïde en se retirant, aboutit à des résultats tout à fait satisfaisants. Il faut avertir le patient qu'on peut avoir une crise douloureuse par migration du reste de la calcification, et on peut renouveler le geste éventuellement de façon itérative 2 à 3 mois après un premier épisode qui n'aurait pas été complètement concluant. Pourtant, les résultats sont bons, à excellents dans 74% des cas, avec peu ou pas de récidive douloureuse à long terme si on a bien choisi son profil de calcification. Deuxième cadre nosologique, les fissurations partielles. Ces fissurations partielles sont de 3 types, soit une lésion de la face profonde, soit une lésion de la face superficielle d'un tendon, soit un clivage intratendineux, une lésion intratendineuse qui peut provenir d'une dilacération à partir de l'insertion anthésique de ce tendon. Dans tous les cas, il n'y a pas de communication entre la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne et la cavité articulaire. C'est le diagnostic, c'est l'élément sémiologique à retenir. Donc l'arthroscanner n'opacifiera pas la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne, mais par contre montrera l'ensemble de ces types de lésions, que ce soit au niveau de la face articulaire ou au niveau des clivages intratendineux. Ici un exemple de clivage intratendineux, ici un exemple de lésion au niveau de la face articulaire avec son complément arthroscanographique. Bien évidemment, ces fissurations partielles peuvent s'étendre du supraépineux, peuvent s'étendre en arrière vers l'infraépineux de façon tout à fait classique. Et voilà ici une fissuration n'engendrant pas d'épanchement au niveau de la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. Bien évidemment, également, il n'y a pas de visibilité de la face superficielle avec cette technique arthroscanographique, puisque vous injectez le produit de contraste au sein de l'articulation et qu'il n'y aura pas de passage du fait de la non-transfixiance de la lésion au niveau de la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne. Pour voir cette face superficielle, vous n'avez pas 36 solutions. Ou vous faites un examen invasif qui est la bursographie. On injecte 1 à 2 cc de produit de contraste au sein de la bourse sous-acromiaux-deltoïdienne sous l'auvent acromial et on fait un scanner dans les suites de cette injection au niveau de la bourse. Soit on fait des examens non invasifs que sont l'échographie, qui est probablement l'échographie un peu plus difficile, en particulier pour la mise en évidence de clivage intratendineux. Il faudra essayer de détendre ce tendon, alors que lorsqu'on fait des échographies, on essaie de tendre les tendons, donc mobiliser le tendon pour essayer de le détendre et voir ce clivage s'il existe ou pas, et voir les autres signes que sont en particulier la subluxation du long biceps dans les fissurations partielles du subscapulaire. Donc voilà quelques exemples
simple en échographie, où la sémiologie est évidente. Le tendon apparaît en hyperéchogène fibrillaire, et vous avez ici une lésion de la face profonde du tendon supraépineux visualisé en coupe coronale et en coupe sagittale. Ici, l'exemple d'un clivage intratendineux qu'on met en évidence en essayant de laisser un peu de place au tendon pour que ce clivage puisse apparaître. Ici, un autre exemple en échographie d'une lésion évidente de la face superficielle d'un tendon supraépineux de bonne taille. En IRM, vous aurez 3 signes. La continuité tendineuse respectée, puisque c'est une lésion non transfixiante. Et par rapport aux tendinopathies simples, un hypersignal de type liquidien et un épanchement réactionnel éventuel au niveau de la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Donc, ce qu'on n'avait pas en arthroscanner, je veux dire la visualisation d'un passage vers la bourse sous-acromiodéltoïdienne, cet élément réactionnel liquidien au niveau de la bourse peut quand même exister et être visualisé soit en écho, soit en IRM. Voilà des exemples de fissuration partielle où il reste une partie du tendon avec une petite bursite associée. Avec une petite bursite associée au niveau de la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Le diagnostic échographique est parfois un peu difficile, le diagnostic en IRM est souvent aisé. Dernier point, les perforations ou les ruptures complètes, donc des lésions transfixiantes. Dans ce cadre-là, vous aurez soit une perforation tendineuse, soit une véritable solution de continuité au niveau de l'ensemble du tendon avec une véritable rupture. Donc dans ce cadre-là, en arthroscanner ou en arthro-IRM, dès que vous mettez un produit de contraste au sein de l'articulation, vous aurez un passage de produit de contraste évident de l'articulation vers la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Le bilan standard est obligatoire et peut parfois suffire à arrêter les autres examens. Ce patient avait une diminution évidente de l'espace sous-acromial, avait une omarthrose excentrée, avait une rupture du centre glénohuméral qui n'est pas un signe totalement spécifique de lésion de la coiffe. Dans ce cadre-là, on peut se douter qu'il y a une tête chauve, qu'il y a une rupture complète du supraépineux, puisque vous avez quasiment une néo-articulation entre votre face acromiale et votre tête humérale. Et la tête chauve, donc, cet aspect radiologique de tête chauve doit faire cesser les examens. L'échographie est premier examen complémentaire à réaliser dans le cadre de ces lésions transfixiantes, à mon sens, avec une sémiologie simple. Le double épanchement, vous avez du liquide au sein du tendon du biceps en position intra-articulaire, et puis vous avez du liquide au niveau de la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Si ce signe du double épanchement a une faible sensibilité, quel que soit le type d'étude auquel on se réfère, il a une spécificité extrêmement forte, proche de 100%. Donc si vous avez ce type du double épanchement, liquide intra, liquide dans la bourse sous-acromiodéltoïdienne, il faut aller à la recherche d'un trou dans la coiffe des rotateurs. Les autres éléments sémiologiques sont la non-visualisation de la coiffe des rotateurs, une tête chauve comme on l'a vu sur la radiographie standard, la visualisation d'une rupture transfixiante, où l'on peut voir ici les mouvements browniens des petites zones aériques qui vont passer dans la brèche tendineuse pour rejoindre la bourse sous-acromiodéltoïdienne. Ce sont des images évidentes de rupture transfixiante du supraépineux. Le signe du méplat au niveau de la face superficielle du tendon supraépineux qui sera un signe plutôt de chronicité de cette lésion avec une modification de type fibrosante au niveau de la face superficielle du tendon. Donc le bilan d'une rupture transfixiante par le couple radio-écho est quasiment faisable pour l'ensemble des items qu'on vous demande d'explorer, le nombre de tendons, la mesure dans les deux plans, l'épanchement ou pas, la position du chef long du biceps et l'extension par un clivage postérieur vers l'infraépineux. Les deux éléments difficiles sont l'estimation de la dégénérescence graisseuse musculaire et l'instabilité antéro-postérieure en rotation, où l'échographie est relativement incompétente. Et pourtant, quand on va dans les congrès ou dans les réunions scientifiques, quand on demande à un orateur qui n'est pas mauvais pour l'échographie de l'épaule, est-ce qu'il estime que ça serait suffisant pour opérer ces patients grâce aux renseignements liés à l'échographie, la réponse est un oui franc et massif. Et quand on demande aux chirurgiens qui sont dans la salle qui c'est qui opère sur ces données de l'échographie, aucun. Donc il faut bien se dire, il y a la théorie belge et puis il y a la pratique française qui fait qu'on va se reporter encore vers un bilan préopératoire d'arthroscanner.
vous aurez les deux signes qui sont le contraste au sein de la lésion et l'opacification de la bourse sous-acromodeltoïdienne. La lésion, la visualisation du passage direct au travers de la brèche, et puis l'inondation de la bourse sous-acromodeltoïdienne. Donc ces deux signes arthroscanographiques sont pour nos confrères orthopédistes qui vont opérer ces patients un examen relativement important, d'autant plus qu'il va vous indiquer la rétraction tendineuse qu'on a peut-être un peu de mal en échographie à mettre en évidence du fait de l'auvent acromioclaviculaire qui va nous gêner les échos, le passage des échos, et le clivage postérieur est évident sur les reconstructions multiplanaires en sagittal. Cette rétraction tendineuse, vous savez qu'elle est classée en 3 stades. Distal, il n'y a pas le tendon ne dépasse pas le bord supérieur du col anatomique. Intermédiaire, on est à peu près à la partie supérieure de cette forme de la tête humérale, et puis proximale en dedans de la glène, la rétraction étant donnée dans la glène. Donc on a des critères de sévérité de rétraction. Donc l'arthro-TDM permet le bilan global et rajoute les deux éléments qui nous gênaient, la dégénérescence graisseuse et le centrage de la tête. Vous savez qu'un muscle qui a plus de tendon attaché, il va dégénérer avec une infiltration graisseuse au sein des lobules de muscles. On va avoir une infiltration, une augmentation de la teneur en graisse. Cette classification de Goutaillet et de Bernageau date maintenant d'une vingtaine d'années en scanner, où vous avez des stades faibles, 0 à 1, où il n'y a que quelques travées graisseuses au sein d'un tendon, et puis les stades 2, 3 ou 4, où vous avez une progression, une infiltration graisseuse de plus en plus importante au sein du muscle supraépineux ou infraépineux. Et on sait que les stades 2, 3 et 4, donc une infiltration graisseuse importante, est un facteur péjoratif lors de la restitution ad integrum après une opération chirurgicale de la coiffe des rotateurs. Alors l'IRM dans tout ça, la discontinuité tendineuse, l'hypersignal liquidien en T2, le double épanchement, le degré de rétraction tendineuse, le degré d'atrophie et d'involution lipomateuse musculaire, tout ça aussi, c'est faisable en IRM. Voici quelques exemples de discontinuité. Vous avez un véritable trou au sein du tendon avec une petite rétraction. Ici, une tête chauve, vous avez donc l'espace qui est occupé par du liquide. Donc cet hypersignal liquidien franc en T2 FATSAT est un signe important de lésion de la coiffe. Le signe du double épanchement, ce sont des IRM qui peuvent nous montrer là aussi cette infiltration liquidienne au sein de la bourse sous-acromodeltoïdienne et du tendon du long biceps, au sein de l'articulation gléno-humérale. Des images de perforation qui sont évidentes sur les 3 plans de l'espace. Et puis la visualisation de la rétraction tendineuse qui est parfois plus facile en IRM qu'en échographie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, dernier signe, la luxation du tendon du long biceps lors des atteintes de désinsertion du tendon subscapulaire. La dégénérescence graisseuse qu'on voyait en arthroscanner ou en scanner est tout à fait identifiable aussi en IRM, à condition de faire les coupes axiales, à condition de faire la coupe en Y qui va vous donner une volumétrie musculaire par rapport au reste de la fosse supraépineuse, et puis à condition de ne pas utiliser systématiquement de la FATSAT. Si vous éliminez le signal de la graisse, vous ne saurez pas s'il y en a ou s'il n'y en a plus. Donc, des séquences sans FATSAT obligatoires. Les autres tendons ou les autres lésions, ce sont, on l'a vu rapidement, les ruptures du subscapulaire associées à un tendon du long biceps qui va venir en position antéro-interne. Le tendon du subscapulaire est arraché, le ligament transverse est arraché, le biceps peut se luxer, que ce soit en échographie ou en arthroscanner. Les désinsertions tendineuses, un autre exemple, avec le tendon qui est rétracté à ce niveau-là. Et puis des choses un peu plus rares qui surviennent le plus souvent chez le sportif, que sont les désinsertions myotendineuses. Ici, un exemple de désinsertion myotendineuse au niveau de ce muscle supraépineux. C'est rare, ça peut exister à la fois sur le supra et à la fois sur l'infra. Je terminerai par quelques éléments. Est-ce qu'il y a des éléments novateurs dans la pathologie de la coiffe ces dernières années? Un élément technique, de l'arthro-IRM, un élément anatomique, l'intervalle des rotateurs, et un élément diagnostique, les cordes du supraépineux.
L'élément diagnostic, c'est l'arthro-IRM de l'épaule. C'est l'arthro-IRM la plus réalisée en France. Et pourtant, je ne sais pas si vous en faites beaucoup, mais on n'en fait pas spécialement beaucoup des arthro-IRM. Pourtant, quand on prend la littérature, si on occulte les lésions qui n'ont rien à voir avec la coiffe des rotateurs, la littérature nous dit qu'elle a des performances accrues par rapport à l'IRM dans les petites ruptures de la coiffe. On a le signe du double épanchement. On a les autres éléments sémiologiques que sont la rétraction, que sont la dégénérescence musculaire, que sont l'excentration de la tête, acquise à la suite de cette lésion tendineuse. Et pourtant, à mon avis, l'IRM avait réalisé ce bilan sans injection et sans rayon. Je ne vois pas l'intérêt personnel de faire une arthro-IRM pour essayer de dépister ces petites lésions transfixiantes. Je pense que le couple écho-IRM est largement suffisant. En tout cas, l'arthro-IRM est inutile dans les ruptures larges. Alors j'ai repris la littérature. Et malheureusement, la seule méta-analyse qui a été publiée il y a 3-4 ans nous dit que l'arthro-IRM est largement supérieure à l'IRM, qui était elle-même égale à l'échographie pour les ruptures partielles de la face profonde, pour les ruptures transfixiantes de petite taille, pour les clivages intra-tendineux, pour les ruptures itératives de la coiffe des rotateurs. Le problème dans cette méta-analyse, c'est qu'il n'avait pas testé arthro-IRM versus arthroscanner. Et si vous avez lu Radiologie cette année, l'équipe belge, je vous le fais simple, l'arthro-IRM égale l'arthro-CT. Je fais la conclusion directe, c'est marqué là. Donc en pratique, pour faire compliqué, quand on peut faire simple, l'accessibilité à l'arthroscanner est quand même bien meilleure que l'accessibilité à l'arthro-IRM pour un gain qui n'avait pas été décrit par cette méta-analyse. Deuxième élément novateur, la pathologie de l'intervalle des rotateurs. Cet intervalle des rotateurs, c'est une sangle ligamentaire, une stabilisation du tendon du long biceps par un complexe ligament coraco-huméral et ligament gléno-huméral supérieur qui vient maintenir ce tendon du long biceps dans sa position et qui a sûrement une force biomécanique plus importante que le ligament transverse précédemment décrit. Donc on décrit ces lésions de l'intervalle des rotateurs qui peuvent s'étendre au niveau du subscapulaire, qui sont parfois difficiles à définir. Vous avez votre tendon supraépineux, votre tendon subscapulaire, vous avez le ligament coraco-huméral, et partant de ce ligament coraco-huméral, le ligament gléno-huméral supérieur, qui vient maintenir comme une poulie le tendon du long biceps en place sur certains arthro-IRM. Lésion de l'intervalle des rotateurs ou lésion des premières fibres antérieures du supraépineux, c'est quand même une zone très contiguë et très difficile, relativement délicate à appréhender. Donc vous avez quand même ce type de lésion avec une chute, on va dire, une défaillance ou une chute du tendon du long biceps que l'on peut retrouver sur les coupes en arthroscanner avec une image d'addition importante à ce niveau-là, au niveau de l'intervalle des rotateurs. Et puis en IRM ou en arthro-IRM, ce qu'on appelle le signe du déplacement du fait de cette lésion, de cette poulie de réflexion de ce muscle, de ce tendon du long biceps, où on va avoir le biceps qui va tomber, qui va venir se déplacer sur le tendon du subscapulaire. Donc c'est le signe princeps de cette pathologie de l'intervalle rotateur, bien évidemment, avec un épanchement qui se localise à ce niveau-là. Dernier élément, la théorie des cordes, qu'on doit en particulier à Henri Guérini. Le tendon du long biceps peut être considéré, tendon supraépineux peut être considéré a priori comme une double corde, comme une corde d'amarrage de bateau, avec une corde inférieure et une corde supérieure. L'avantage de cette théorie des cordes est qu'elle nous explique les lésions transfixiantes qui impliquent la lésion des deux cordes, la lésion superficielle qui implique la lésion de ce hauband superficiel, et enfin la lésion profonde qui implique l'arrachement du hauband inférieur. Ça permet de simplifier, ça permet surtout de bien visualiser sur n'importe quel type d'examen, que ce soit en échographie ou que ce soit en arthro-IRM ou en IRM, la corde la plus importante qui est la corde inférieure. Et l'adage nous dit que le signe de la corde profonde permet de nous assurer qu'il n'y a pas de lésion transfixiante et qu'il existe une étanchéité de la coiffe. Donc regardez sur vos examens, essayez de différencier ces deux cordes superposées. Si votre corde profonde est continue, vous aurez obligatoirement une étanchéité conservée de votre coiffe des rotateurs. En conclusion,
de cette imagerie de la coiffe. Le bilan radiographique standard est systématique et on voit encore arriver des gens à l'IRM sans un bilan ni radiologique ni échographique. L'examen échographique doit être fait en première intention parce qu'il va confirmer les lésions de la coiffe des rotateurs et dans certains cas, il peut dire stop. Des patients qui de toute façon ne seraient pas opérés, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On a fait le démembrement de leurs lésions. On peut s'arrêter, on n'a pas besoin de faire un examen invasif. Si le patient doit être opéré, votre référent chirurgical, je pense encore à l'heure actuelle, vous demandera un arthroscanner qui est toujours l'examen de référence en montrant l'ensemble des lésions. L'IRM peut être un substitut relativement intéressant, en particulier l'IRM de dernière génération et les antennes qui sont de plus en plus performantes. L'arthro-IRM, j'avais mis à venir, point d'interrogation. Je crois qu'on en fait peu et je crois que leur indication reste et restera confidentielle. Je vous remercie.